Est-ce qu'on prend réellement, selon vous, le sujet de l'emploi et du chômage au sérieux? Les conditions de travail ne sont pas là, la rémunération n'est pas là, l'attractivité même de l'emploi n'est pas là. On peut avoir l'impression qu'il y a une forme d'impuissance publique par la puissance publique mais je n'occulte pas bien entendu le secteur privé en termes de création d'emplois. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que le secteur public est là pour créer des emplois ou est-ce qu'il est là, il est là pour encourager l'employabilité? Et une réduction drastique sur le secteur agricole. Perte d'emplois sèche. Pourquoi? L'argument le plus banal, et c'est celui qu'on nous rabâche à chaque fois, c'est la sécheresse. Ok. 40% de PIB, c'est la consommation. Est-ce que je peux aussi miser sur la consommation pour essayer de freiner la détérioration de l'emploi? Si j'ai envie aujourd'hui d'améliorer le quotidien justement du citoyen marocain, il faut intervenir sur plusieurs leviers. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bienvenue, Othman Fahim, dans ce nouveau format d'émission 7e Sens. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et merci d'avoir accepté. Othman Fahim, je rappelle que vous êtes économiste, conseiller en investissement public et spécialiste en développement territorial. Oui. Surpris, pas surpris, douche froide, douche tiède, après les résultats, en tout cas la data qui a été révélée par le HCP concernant l'emploi et surtout le chômage, quoi. Rien d'étonnant en fait. On a tendance à avoir plus ou moins les mêmes chiffres. Donc on est quand même sur une évolution tendancielle en fait de la situation du marché du travail. On est sur une création d'emplois de 160 000 emplois sur le secteur tertiaire, donc les services. 157 000, oui. À peu près 50 000 au niveau de l'industrie et 13 000 au niveau des BTP construction. Revers de la médaille, donc en perte d'emploi, on a principalement le secteur agricole, donc et principalement dans le milieu rural, donc à peu près 137 000 pertes d'emploi. Ce qui était prévisible en fait, tout ça? Oui, parfaitement prévisible. Quand on dit parfaitement prévisible, quand vous dites Othman Fahim, parfaitement prévisible, c'est quoi? C'est que même si c'est pas là où les conséquences d'une politique publique économique est inefficace ou inefficiente. Politique publique. Est-ce qu'il y a un lien avec les choix économiques? La politique publique, moi, je pense stagnante. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un peu évident. On a un rythme de croissance, on a un rythme de productivité qui reste stable, on va dire, qui stagne. On a des activités qui ne sont pas forcément génératrices d'emplois. Et on a une situation sur le secteur agricole qui peine à se transformer. Et donc, du coup, forcément, ça ne favorise pas la création d'emplois. Et par ailleurs, on a une situation de chômage qui reste plus ou moins stable. Hein. On est passé de 13 à 13,3. 13,3, c'est ça. Donc, rien d'étonnant, en fait. Mais ça veut dire quoi? Mais parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a une forme d'impuissance publique par la puissance publique. Mais je n'occulte pas, bien entendu, le secteur privé en termes de création d'emplois. Vous faites bien de le dire parce que la question qui se pose souvent, c'est est-ce que le secteur public est là pour créer des emplois ou est-ce qu'il est là pour encourager l'employabilité? Là, il y a quand même un différentiel qu'il faut quand même relever. Le secteur public, mais là je parle plus de l'État, donc du gouvernement, donc des politiques qui sont mises en place pour justement favoriser et améliorer justement l'employabilité dans les différents secteurs d'activité économique. Le public est là pour accompagner et pour favoriser justement à la fois les conditions de travail, à la fois les opportunités d'affaires et soutenir certains secteurs qui pourraient être jugés porteurs ou tout en n'omettant pas bien sûr les secteurs traditionnels pour pouvoir justement améliorer cette employabilité. Aujourd'hui, est-ce que le secteur public peine justement à répondre à cette mission? Oui. Comparativement, si je prends le secteur privé, vous le voyez bien, quand on dit à peu près 160 000 emplois créés dans le secteur des services et à peu près 50 000 au niveau de l'industrie. Ce sont des chiffres qui restent, on va dire, plus ou moins cohérents et stables par rapport à l'activité qu'on a. Aujourd'hui, il n'y a pas de révolution d'activité, on n'a pas de nouveaux secteurs qui ont émergé. Pas de nouveaux secteurs, Othman Fahim, excuse-moi de vous interrompre, mais en même temps, on annonce assez régulièrement des conventions d'investissement qui se chiffrent à coût de milliards de dirhams.
dans différents secteurs d'activité. Les conventions de... Donc les Marocains et Marocains aussi, on leur dit voilà, il y a telle unité industrielle, tel investissement qui a été consenti dans tel secteur d'activité. Quand on regarde les chiffres de près, c'est une création nette d'emplois en 2024 de 82 000. C'est un secteur industriel qui n'a créé que, j'insiste bien sur que 46 000 emplois. Je rappelle que les services, vous évoquez le secteur tertiaire, le secteur des services. Le secteur du commerce, à lui seul, a créé 51 000 emplois. C'est-à-dire que beaucoup plus que le secteur industriel. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Où est-ce que ça cloche? En fait, là où ça cloche, peut-être qu'on rabâche un petit peu les mêmes histoires, on a un marché du travail qu'il faut quand même analyser dans sa grande structure. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on pourrait omettre la problématique du secteur informel, qui est une problématique vraiment à traiter à part, mais qui soulève forcément en fait le souci que parfois ça favorise ce manque d'employabilité, parce que le secteur informel est, si vous voulez, parfois pour une grosse partie de la population justement active, une échappatoire. Et donc forcément, on n'arrive pas à comptabiliser justement cette activité qui existe, qui crée de la richesse. Donc il y a de la production, mais qui n'est pas comptabilisée au niveau de la comptabilité nationale, par exemple. Et donc du coup, si on nommait par exemple ce gros volet, donc ce secteur-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste déjà un gros bloc, d'ailleurs, qui est toujours en hausse, celui de l'emploi, du sous-emploi en fait. Et donc du coup, on est à peu près sur 10%, donc à peu près un peu plus d'1 million de personnes qui travaillent en sous-emploi. Et cette situation, par ailleurs, si les pouvoirs publics ne font pas le forcing pour améliorer les conditions de travail, notamment de cette toute couche de population, forcément, soit elle va basculer a fortiori dans le secteur informel, et c'est tout à fait logique, en raison du fait que les conditions ne sont pas là, les conditions de travail ne sont pas là, la rémunération n'est pas là, l'attractivité même de l'emploi n'est pas là, et donc forcément, beaucoup vont nous dire non, ce sont des emplois qui sont dédiés à des personnes faiblement diplômées ou n'ayant pas de compétences, etc. Mais quand on analyse profondément justement ces personnes, forcément, elles ne peuvent pas constituer la majorité de cette catégorie de population. Est-ce que par rapport effectivement à ceci, Othman Fahim, c'est grosso modo donc un volant de millions de personnes qui travaillent dans l'informel, qui est en tout cas en sous-emploi. Est-ce que là, on peut y faire un lien avec ce 1,6 million de personnes qui sont sur le stock entre guillemets de chômeurs qui croît d'une année sur l'autre, et de se dire, voilà, aujourd'hui, et quand on voit le taux de chômage des jeunes diplômés, qui est aussi en constante hausse chaque année, se dire, on a une économie, en fait, qui crée à la fois peu d'emplois, et quand elle crée des emplois, c'est des emplois à faible valeur ajoutée. Et c'est ça la réalité de notre structure économique, et de notre structure également du marché des emplois. Alors, vous avez soulevé deux questions. Déjà, la première, c'est la question de l'armée de réserve, si vous voulez. Donc, les primo-diplômés, le stock qu'on a déjà disponible et cette incapacité justement du marché du travail à pouvoir engranger justement ces primo-diplômés. Et forcément, du coup, ce stock ne cesse d'augmenter, ce qui crée justement une pression sociale à terme, qui va faire en sorte que les gens vont basculer soit dans l'informalité, soit dans le sous-emploi par désespoir, entre guillemets, parce qu'il faut bien que... Par obligation, faute d'alternative. Et donc, du coup, on a ce souci. Le second souci, et vous l'avez relevé, qui n'est pas tout à fait directement lié, c'est la question de est-ce que on crée de la valeur ajoutée. C'est un autre débat. Ici, c'est vraiment pas le sujet, étant donné que... Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a un taux de croissance qui est assez stable. Mais souvent, on essaie de faire le lien entre le taux de croissance et le taux d'employabilité ou le taux de chômage ou l'augmentation justement du nombre d'emplois. Il n'y a pas de lien à faire. C'est pas forcément corrélé. C'est pas parce que je vais avoir un taux de chômage, enfin un taux de croissance beaucoup plus important, que forcément je vais avoir un nombre d'emplois beaucoup plus important. On a par exemple des secteurs,
très capitalisés où forcément on peut avoir une plus grosse valeur ajoutée, mais pas forcément engager a fortiori justement des emplois par ailleurs. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand on Pour voit la plupart des secteurs en innovation, recherche et développement, on n'est pas sur des volumes d'investissement conséquents où on dirait puis on crée de la valeur parce qu'on investit dans l'innovation, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément des écosystèmes et des modèles économiques qui créent beaucoup d'emplois. Vous voyez ? Quand on crée, enfin, quand on investit, par exemple, dans le secteur public, par exemple, notamment dans la commande, on a quand même des marchés qui sont assez standards. Quand on parle, par exemple, du secteur des services ou du BTP ou encore de l'industrie, on est quand même sur des commandes publiques qui sont assez structurées. On connaît plus ou moins le nombre d'emplois qui va être créé par ailleurs à travers ces investissements. Et donc, forcément, comme je le disais, c'est pas une surprise. On crée pas. Si par exemple demain je vous dis, on a un pipeline de projets d'infrastructure et d'équipements à mettre en place à l'horizon Coupe du Monde, on sait parfaitement combien il y aura justement d'emplois créés, que ça soit direct ou indirect, saisonniers ou encore à courte durée. Et donc du coup, pourquoi ? Parce qu'on connaît le besoin. On est je dirais pas on est formé, mais on s'est tellement habitué à ce type justement d'infrastructure que forcément justement on connaît parfaitement le besoin en termes d'employabilité. Raison pour laquelle d'ailleurs le secteur par exemple notamment de la construction ou du BTP reste quand même stable dans la création. Rarement vous allez trouver un secteur du BTP avec une chute d'employabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des infrastructures, on va dire à longueur d'année. En même temps, on voit des grues un peu partout et puis on se rend compte qu'en 2024, c'est un secteur qui n'a créé que 13 000 emplois. Le secteur du BTP. Donc on se dit voilà, est-ce que le BTP est aussi dynamique qu'il était il y a 15 ans? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle aussi d'employabilité du secteur et donc une mécanisation, une robotisation? C'est en fonction aussi comme je disais, de la commande. Aujourd'hui, on a un secteur du BTP qui lui aussi souffre aussi de l'informalité. On va pas se mentir non plus. Une grosse partie effectivement travaille avec des contrats de moyen longue durée. Très peu en longue durée, mais et c'est souvent aussi ce secteur est souvent lié à une saisonnalité aussi des projets d'infrastructure. Et donc forcément, on peut pas considérer que on pourrait atteindre ou peut-être pas, je sais pas, doubler la capacité justement d'employabilité de ce secteur. À l'inverse, le secteur des services dispose d'un fort potentiel, à la fois en termes de diversification de sous-secteurs et d'opportunités, mais aussi il y a un potentiel d'investissement, pas forcément du secteur public, mais principalement aussi du secteur privé, parce que c'est celui qui est bien ancré justement dans ce secteur, qui pourrait éventuellement faire émerger certaines branches d'activité dans le secteur justement des services, qui pourraient améliorer justement l'employabilité, parce qu'elle reste quand même, c'est bien beau de voir à peu près 160 000 créations d'emplois, mais elle n'engorge en rien, ou bien du moins pas en totalité, ne serait-ce que les primo-diplômés, pour ne pas parler du stock. En tout cas, on voit la santé de notre économie en 2024, c'est la création nette, parce qu'on parle toujours de net, d'emplois de 82 000, destruction massive, toujours pareil, dans le monde agricole. Donc le rural, détérioration aussi des conditions d'employabilité et d'emploi dans les villes, périurbains. Donc certains considèrent effectivement c'est purement la conséquence directe de l'exode rural massif ces dernières années. Alors, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Est-ce qu'aussi de se dire aujourd'hui arrêtons d'investir massivement dans le secteur public? Et l'investissement public, c'est la stratégie, la philosophie de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. Donc d'une année sur l'autre, on augmente l'investissement public, mais on se rend compte que la croissance n'est pas au rendez-vous, et deux, on se retrouve avec un chômage en croissance. Donc est-ce que là aussi, selon vous, Hotman FM, il faut absolument réajuster, donner un coup de volant, arrêter d'investir aussi massivement? En tout cas, en termes d'annonces, je rappelle que le projet de loi de finances 2025, c'est 335 milliards de dirhams qui sont annoncés en termes d'investissement public. C'était 330 l'année précédente, 3 points de croissance. Et je rappelle que l'année dernière, on a eu un pic de chômage à 13% aussi.
La question des mouvements de population, bon, ça a été relevé comme constat aussi par ailleurs par le recensement 2024. Effectivement, oui, l'exode rural peut ou en fait impacte un petit peu à la fois le taux d'activité, mais aussi la pression sur l'emploi dans les grandes villes. Est-ce que les pouvoirs publics devraient réduire la commande publique ou les investissements publics? Est-ce que la question se pose ou pas, selon vous? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'une grosse partie justement de ces investissements publics, si on regarde les documents qui suivent le PLF, si on regarde le document qui est lié justement à la répartition des investissements publics au niveau régional, on va constater que forcément il y a des déficits. Il y a des déficits d'infrastructures, il y a des déficits d'équipement dans une grosse partie justement de nos régions marocaines. Et donc forcément, prôner le choix de réduire ces investissements, c'est retarder en fait la réduction de ces déficits-là. Donc déjà, je pense que cette idée-là, il faudrait la bannir, pour la simple et bonne raison que rien que pour la question de l'équité justement territoriale en termes d'investissement, il est primordial de maintenir un niveau d'investissement identique. Même si ce n'est pas les investissements qui sont rentables et même si c'est des investissements qui créent beaucoup plus de chômage que de création d'emplois. Est-ce qu'ils augmentent le chômage? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une nécessité? À mon avis, c'est clairement une nécessité pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, et en fait on le répète à un certain nombre justement de pouvoirs, de personnes et d'acteurs publics, même au niveau d'ailleurs local, il y a un déficit justement qu'il faut combler. Et donc il est clairement indiscutable justement de réduire justement cette enveloppe. Maintenant, est-ce qu'il faut prioriser certaines infrastructures par rapport à d'autres? Oui. Je le veux bien, effectivement. Sur la base de quels critères, Atoumane Fahimi? Est-ce que se dire aujourd'hui, parce que je rappelle il y a une espèce de calcul héros là sur la rentabilité de l'investissement public. On a un des investissements publics les moins rentables et les moins productifs au monde. Déjà, on a un taux d'investissement justement en termes de ratio. De ratio, effectivement, qui est très important. Ouais. Surtout pour les catégories justement de pays intermédiaires, intermédiaires élevés par rapport comme le Maroc. Mais en termes de rentabilité, souvent, on dit est-ce que investir sur le bien public, c'est forcément être rentable? Pas du tout. C'est pas là n'est pas l'objectif. Ça, est-ce que c'est pas old school? C'est comme modèle de pensée, se dire aujourd'hui, j'ai une pression démographique, j'ai entre 300 et 400 000 personnes qui arrivent sur le marché ou sur les marchés de l'emploi chaque année. Est-ce que je dois continuer cette doctrine idéologique d'un point de vue économique, se dire je reste sur l'investissement public qui constitue 75% de l'investissement global du pays, même si effectivement j'ai un impact relativement faible, voire médiocre sur le modèle de croissance et sur la création de richesse, et surtout que j'ai un défi où je dois créer un maximum d'emplois, ou en tout cas créer les conditions favorables pour la création d'emplois. Est-ce que aujourd'hui on doit rester sur une posture qui quelque peu, surtout on le voit avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et son retour, quelque peu dépassée? Non, on n'est pas dépassé. Vous savez, quand on met en place, par exemple, des documents de planification au niveau régional, si on rentre plus dans le détail, il y a une exigence, justement, de décrire ou de prévoir, en fait, quel est l'impact en termes d'employabilité, donc que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects, sur tous les projets, justement, d'investissement qui sont inscrits dans ces différents documents de planification, notamment les programmes de développement régionaux. Quand on rentre dans le détail, l'une des exigences justement de ces régions, c'est de promouvoir et de favoriser justement l'employabilité au niveau de ces régions elles-mêmes. Bien sûr, ça ne se fait pas seul, ça se fait à travers le soutien d'un certain nombre de départements ministériels, tous secteurs confondus, mais aussi c'est favorisé par un certain nombre justement d'initiatives, donc principalement le soutien par exemple des centres régionaux d'investissement, mais aussi certaines entreprises qui ont vocation dans les différentes régions. Et donc c'est là où il faut vraiment chercher. Ça marche plus, Atoumane Fahimi. Mais c'est ici qu'il faut chercher. Est-ce qu'il faut compter toujours sur ces structures-là, même si elles ont été revisitées et rénovées? On voit que l'emploi est devenu une urgence aujourd'hui.
Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi être en capacité de se réinventer et de réinventer aussi à la fois la gouvernance et à la fois l'organisation globale qui permet de créer plus de richesses et beaucoup plus d'emplois. 40% par exemple de notre PIB, c'est la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que aujourd'hui les pouvoirs publics ont cette expertise? Est-ce qu'ils ont cette compétence? Parce que si on connaît les limites, si vous voulez, des politiques justement en termes d'employabilité. Si demain on dit aujourd'hui le secteur privé est porteur de croissance, d'emploi, d'accord. Quand on rentre dans le détail, et c'est là où justement le bas blesse, c'est que quand on parle par exemple du secteur agricole, aujourd'hui, à chaque fois, que ce soit les rapports trimestriels ou encore les rapports annuels en termes de marché du travail, sur la situation du marché du travail, à chaque fois, on tombe sur les mêmes chiffres. Une réduction drastique, justement, au milieu rural et une réduction drastique sur le secteur agricole. Perte d'emploi sèche. Pourquoi? L'argument le plus banal, et c'est celui qu'on nous rabâche à chaque fois, c'est la sécheresse. Ok, d'accord. Si on met ça de côté, on a envie de développer le secteur agricole, forcément, ça doit passer par l'industrialisation de ce secteur et donc de sa transformation. Donc là, on ne parle plus d'agriculture, on est en train de parler d'agro-business. La politique qui a été mise en place justement par le gouvernement actuel et les gouvernements passés, c'est la fameuse génération green qui a justement supplanté le PMV, donc le plan Maroc vert. Ouais. La vision dans justement cette politique publique, c'est justement de transformer ce secteur et donc améliorer les conditions, que ça soit d'investissement, que ça soit en termes d'employabilité, justement de ce secteur de l'agrobusiness. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre justement de l'Industrie avait parlé justement du rôle que pourrait jouer donc la bourse, donc le secteur financier, sur à la fois l'accompagnement de ces types d'entreprises, pas forcément dans l'agrobusiness, mais aussi dans le secteur industriel, pour pouvoir faire émerger une catégorie d'entreprises qui pourraient se financer à travers le secteur financier, qui est une alternative, pour pouvoir développer un certain nombre de secteurs et pouvoir améliorer en termes d'expansion leur stratégie de croissance. C'est une option. Mais est-ce que les initiatives sont suffisamment importantes, nombreuses, pour pouvoir créer suffisamment d'emplois pour engranger justement cette selon vous, Othman Fahim, c'est peut-être une question un peu compliquée, comme on dit, casse-gueule, est-ce qu'on prend réellement, selon vous, le sujet de l'emploi et du chômage au sérieux? Concrètement, ou est-ce que, parce les opinions publiques peuvent avoir l'impression en fait que ou c'est pas pris réellement au sérieux, ou un sentiment d'impuissance, ce que je disais précédemment. Les années se suivent et se ressemblent. Les perspectives de détérioration de l'emploi et de hausse du chômage, elles sont là. Ça augmente. A priori, pour 2025, y compris 2026, on sait d'ores et déjà, à la virgule près, qu'on va continuer à avoir une hausse constante de la détérioration de l'emploi et de la hausse du chômage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les pouvoirs publics ont la main là-dessus? Projet de loi de finances et loi de finances 2025, on nous annonce 14 milliards de dirhams de mobilisés pour soutenir l'emploi, donc sous forme de subventions et d'argent public versé au monde de l'entreprise pour pouvoir aussi créer un peu plus de richesse. On a vu que si on fait un benchmark, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont arrêté de le faire, ou s'ils le font, c'est par dépit, mais on sait très bien que ça ne booste pas la création d'emplois. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est de la manque d'expertise, de compétences, pas la prise en considération comme il se doit de ce sujet qu'est l'emploi et le chômage? En fait, je crois qu'on ne prend pas le sujet dans son ensemble. C'est surtout ça. On a des initiatives qui sont tellement fragmentées qu'on ne se retrouve pas. Les initiatives ne sont pas... On va dire, tout le monde travaille en silo, si vous voulez. Et aujourd'hui, même le ministère de tutelle, qui quand même contrairement aux autres ministères passés, je veux dire, a beaucoup plus de compétences et il touche aussi à l'ensemble des départements qui sont concernés cette fois. Parce que à l'époque, on avait un ministère du marché du travail, on avait un ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, etc. Aujourd'hui, on a l'ensemble des compétences dans un seul ministère. Et le chômage s'aggrave. Justement. Donc, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà une grosse maîtrise justement des difficultés ou des dysfonctionnements qui existent sur le marché du travail?
Pas forcément dans la question, parce que la question de la formation, la question de est-ce qu'il y a une adéquation entre les formations actuelles et les besoins en matière d'emploi. Bon, ça c'est un sujet annexe, d'accord, mais c'est pas un sujet structurel qui montre en fait les défaillances qu'il y a sur le marché du travail actuellement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on a des politiques fragmentées, forcément les résultats ne sont pas aussi impactants. Donc l'absence de convergence, c'est ça qui est aussi un facteur aggravant Bien entendu, de la détérioration de l'emploi. Bien entendu. Donc, et aussi, est-ce que c'est pas plus grave ça? Est-ce que c'est pas plus grave de faire ce constat, de se dire effectivement l'absence, le déficit structurel de convergence des politiques publiques en partie parce que est à l'origine, en tout cas, est le premier facteur de détérioration de l'emploi. C'est le principal facteur, étant donné que, comme je vous ai dit, moi, de par ma vision, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le secteur public n'est pas forcément créateur d'emplois en masse. C'est ça que je suis d'expliquer. 20, 25 000 emplois. C'est ça que je dis. Voilà, donc, du coup, il est là vraiment pour appuyer le secteur privé. Si le secteur privé ne dispose pas de l'ensemble des conditions, que ce soit en termes de climat des affaires, que ce soit en termes de disponibilité d'investissement, que ce soit en termes d'appui ou d'accompagnement, forcément, et surtout, et c'est généralement ce qu'on laisse vraiment vers la fin, c'est la question de l'attractivité des territoires. Aujourd'hui, on a des territoires qui sont asséchés, littéralement. Et donc forcément... Et pas que par le climat. Non, pas du tout. Oui. Pas que pour des raisons climatiques, en tout cas. C'est clair. Et donc, du coup, forcément, on accorde plus d'opportunités à certaines régions par rapport à d'autres, mais il y a un potentiel par ailleurs. Il y a certaines vocations qui ne sont présentes que dans certaines régions. Et donc, du coup, c'est là où on devrait quand même... Il y a des points. Il y a des relais de croissance, il y a de la dynamique en matière de création de valeur dans les territoires. Banque de projets d'investissement, c'était bien avant d'ailleurs là que Riyad Mansour soit nommé ministre de l'Industrie, c'était du temps de Moulay Alamine, on est bien d'accord? Oui. Depuis nouvelle charte de l'investissement, donc depuis 2022, c'est allé très très vite. Oui. Elle est active, même si elle est pas, il y a toujours le volet PME et TPE qui est à la traîne. Oui. Voilà, il y a le fonds Mohamed VI aussi qui était en phase de démarrage, d'activation du moteur à propulsion. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et en même temps, on détruit de l'emploi. Et en même temps, on a un secteur privé, c'est quand même assez impressionnant, qui crée en moyenne entre 40 000 et 50 000 emplois nets. Donc je me dis, quand vous dites effectivement les accompagnements, ces structures-là, donc banque de projets, surtout pour favoriser la substitution aux importations au niveau du secteur industriel, nouvelle charte d'investissement, et un fonds, le fonds Mohamed VI, pour accompagner justement le secteur privé dans l'investissement productif et faire basculer cet investissement public-privé et inverser le ratio un tiers, deux tiers. Oui. Bon, là je me dis, mais tant qu'on l'a, c'est quoi? Est-ce qu'il faut revoir aussi les instruments qui ont été mis en place, les évaluer, banque de projets, nouvelle charte, le fonds Mohamed VI, pour booster le secteur privé à la fois en termes d'investissement et à la fois en termes de création d'emplois, ou on fait quoi? Il y a deux questions qu'il faut se poser. Fonds Mohamed VI, la charte de l'investissement, tous ces mécanismes, en fait, tous ces fonds, comme je disais, vont permettre d'appuyer le secteur privé. La question qui se pose déjà, est-ce que le secteur privé aujourd'hui est en capacité d'engranger et de pouvoir s'accaparer justement que ce soit en termes de subventions, que ce soit en termes de prêts ou autres, est-ce qu'ils ont cette capacité de pouvoir créer des structures productives dans les différentes régions? Et c'est ça aussi, parce que aujourd'hui, tel que je vois la charte de l'investissement, elle n'est pas forcément attractive pour certaines entreprises si on a envie d'investir, je sais pas moi, à Dracha Filelch ou ailleurs. Et donc forcément, les gens ont tendance, ou bien les entreprises, ont tendance à vouloir investir dans des zones où il y a les infrastructures suffisantes et nécessaires, mais où ici il y a une proximité. Ce qui est assez logique aussi et cohérent, non? Je suis... D'un point de vue purement entrepreneurial, c'est clair que oui. Mais là encore, et c'est ça ce que je disais, en termes d'appui, il faudrait revoir justement cette charte au regard des réalités effectives. On a des pourcentages vraiment tellement infimes en termes de différenciation passant d'une région à une autre. C'est pas cette différence qui va inciter l'entrepreneur demain d'investir dans une région par rapport à une autre. Et donc, du coup, il n'y a pas d'avantage, en fait. Dernière petite
Dernière petite question là-dessus. 14 milliards de dirhams de mobilisés pour la promotion de l'emploi en 2025. C'est qui prévalait dans le projet de loi de finances 2025. Ça d'une part, et certains qui pronostiquent en termes de prévision économique, donc le taux de chômage national 13,3%, chiffre officiel HCP, une hausse en 2025 du chômage d'ores et déjà, parce qu'a priori c'est déjà prévisible. Vous savez. Alors je me dis voilà, donc les 14 milliards de dirhams vont servir à pas grand-chose, hein, même pas pour éponger. À mon sens, pas à grand-chose. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, est-ce que ces 14 milliards ont vraiment vocation à investir des secteurs d'activité qui sont, on va dire, qui vont engranger un grand nombre d'emplois? Je ne pense pas. Aujourd'hui, vous me dites, on a une commande publique de plus de 330 milliards. 335 milliards de dirhams. Vous me comparez ce chiffre par rapport à 14 milliards. Vraiment, parfois, on a beau accorder autant de budget, autant d'enveloppes budgétaires pour pouvoir soutenir l'employabilité. Généralement, on peut créer éventuellement de l'employabilité, mais généralement, elle va être de courte durée. Donc forcément, ça va entraîner forcément des pertes d'emplois futures. Pourquoi? Parce qu'on va créer des projets qui vont engranger un maximum d'emplois, certes, mais ce ne sont pas des emplois stables. Et donc forcément... C'est ce qui avait été fait un peu avec Awarash 1, Awarash 2, par exemple. C'est exactement les mêmes politiques mais ça qui permet sont... peut-être aussi d'absorber dans l'immédiat, et de stopper un peu l'hémorragie. Dans l'immédiat. Oui. Mais à terme, on va retomber dans les mêmes considérations et je doute forcément que ces 14 milliards puissent engranger autant de personnes. C'est ça que je dis, surtout. Dernière petite question là-dessus, Othman Fahim, parce qu'il y a Donald Trump retour à la Maison-Blanche, tout le monde en parle avec la décrémania de Donald Trump. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il voudrait retirer la pression fiscale sur les revenus. Donc l'IGR chez nous, qui a baissé d'ailleurs, pour redonner du pouvoir d'achat, relancer la consommation et faire tourner l'économie. Chez nous, la consommation, c'est à peu près 40% du PIB. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il serait souhaitable, selon vous ou pas, Othman Fahim, que nos responsables, en tout cas ceux qui ont les leviers, soient en capacité aussi de dire, voilà, on est aussi rentré dans une nouvelle ère, et puis il faut des coups de pression forts, des effets de levier aussi qui peuvent être immédiats aussi pour faire respirer un petit peu les Marocaines et les Marocains. Il y a la cherté de la vie qui est là aussi. Voilà, 40% du PIB, c'est la consommation. Est-ce que je peux aussi miser sur la consommation pour essayer de freiner la détérioration de l'emploi? La consommation est un déterminant, mais c'est vraiment pas le sujet. Vous avez parlé justement de l'IR. Oui, effectivement, c'est certes de 1%, mais ça va peut-être forcément améliorer le revenu d'une très petite parcelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai envie aujourd'hui d'améliorer le quotidien justement du citoyen marocain, il faut intervenir sur plusieurs leviers. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Si vous parlez de l'IR, cette faible augmentation, cette diminution justement de l'IR ne va pas impacter lourdement nos revenus de manière générale. Pour le panier de consommation, si on regarde l'IPC, effectivement, il est en hausse. Mais proportionnellement, si on regarde justement l'augmentation de la masse salariale, que ce soit en termes de volume ou même en valeur, vous allez constater que c'est disproportionné. Et donc forcément, la cherté de la vie est évidente. Le panier moyen de consommation sur les 11 paniers justement de consommation tels qu'ils sont identifiés par le HCP, forcément, vous allez constater que les 3 grosses catégories justement sont toujours en hausse. Et là, il s'agit principalement de l'alimentation, du loyer et de l'habillement. Donc ces 3 catégories-là sont toujours en hausse et forcément, si on ne réduit pas justement ces paniers ou cet IPC, forcément, on va toujours rester sur cette même logique. On pourrait éventuellement, comme au niveau du public, augmenter de 200, 300, 100 dirhams au fur et à mesure, mais forcément, on ne pourra jamais accompagner justement cette hausse ou cette cherté de la vie. Et donc, forcément, si je prends par exemple le panier de l'alimentation, le gros enjeu, c'est comment se fait-il que des produits alimentaires
arrive chez le consommateur marocain et chez le ménage marocain à des prix exorbitants. La question des intermédiaires est à poser. Ou même surtout l'importation aussi de ovins et de bovins qui n'a pas de répercussion à la rigueur, l'importation, pour viande. moi, c'est pas un enjeu. Pourquoi ? Parce que l'importation, le consommateur marocain décide de consommer des produits importés. Si le ménage marocain décide de consommer ces produits-là, forcément, c'est que non seulement il a soit la capacité, mais c'est une décision individuelle. L'équivalent au niveau national, sur le marché national, il existe. Et je parle de ce produit-là, c'est le produit purement marocain, où il y a vraiment un enjeu à faire, que ce soit en termes d'intermédiaires, que ce soit en termes de production, et que ce soit en termes de cherté. Baisse de l'inflation, mais pas baisse des prix. Pas du tout. Est-ce que là, quand on voit les chiffres du chômage et l'augmentation de la destruction d'emplois, est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait, une espèce de corollaire, entre se dire, voilà, on est depuis 2022 sous la pression constante de l'augmentation des prix, de la cherté de la vie, et en même temps, parallèlement à cela, on a aussi, en termes de temporalité, une destruction massive de l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou pas ? Qui peut être fait. On pourrait lier justement ces deux phénomènes, mais très 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 brièvement en fait. Si demain je vous dis que justement votre revenu est dans l'incapacité de subvenir à vos besoins les plus élémentaires. Donc c'est vraiment les paniers comme le panier de la ménagère ou le panier de consommation comme on l'a exprimé tantôt. Vous allez considérer que forcément cet individu ou ce ménage-là va être incité soit à changer d'emploi, soit à trouver d'autres activités, pas forcément formelles, pour pouvoir soit améliorer son revenu ou carrément quitter son emploi pour un autre emploi. Généralement, le pourcentage justement des personnes qui vont améliorer leur revenu en passant d'un emploi formel à un autre emploi formel seront vraiment assez minimes. Et donc forcément, beaucoup de personnes vont forcément basculer soit dans l'auto-entrepreneuriat, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, si c'est assez régulé, soit la création d'entreprises, mais vous voyez l'évolution de la création d'entreprises aujourd'hui, il n'est pas exceptionnel. Et donc forcément, ils vont être incités à basculer dans l'informalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'opportunités, bonnes ou mauvaises, justement en termes d'augmentation de revenus. Et c'est un marché d'ailleurs, le marché de l'informatique qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible que ne l'est le marché formel. Oui, diront certains. Parce qu'il n'est pas réglementé, effectivement. Merci Othman Fahim pour cet éclairage dynamique sur et pour donner du sens au sens qui a été depuis la livraison de ces chiffres sans surprise de la détérioration de l'emploi et de la hausse du chômage entre puissance et impuissance publique, mais pas que, parce qu'il y a le secteur privé aussi qui doit faire du sien. Voilà, parce qu'on voit aussi que le secteur privé aujourd'hui est en capacité de créer maximum entre 40 000 et 50 000 emplois par an. C'est ça. Et entre 20 et 25 000 pour le secteur public. Merci à vous. Merci même à si vous. le bras en écharpe ne vous a pas handicapé. Pas du tout. Si je puis dire, pour ce débat septième sens, et le bras en écharpe d'ailleurs, c'est... on dit pas, c'est l'origine ? Non ? Non, c'est physique. Non, c'est du sport. C'est du sport, en tout cas, rien de méchant et rien de grave. Non, du tout. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Othman Fahim et à très bientôt. Merci. Septième sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.